Bonjour à tous, il est 18h30 précise. Bienvenue dans ce Talkiji numéro 9. Je vais sans tarder vous annoncer le programme de ce Talkiji numéro 9 qui sera consacré à l'e-sport et aux jeux vidéo. On fera forcément, comme toutes les semaines, un petit point d'étape sur le Tour de France de Mariam. On retrouvera ensuite notre invité de la semaine. Notre invité, c'est Vras. Il est ancien coach de l'équipe de France d'Overwatch, mais il est toujours coach professionnel de jeux vidéo. Vous pouvez d'ailleurs lui poser dès maintenant vos questions dans le module de chat de Twitch. Si vous voulez, on prendra quelques-unes de vos questions. On aura le coup de cœur ensuite de Mamadi, l'actu croqué par Shan, et il y aura un chien en star. Je ne veux rien dévoiler, mais il y aura un chien. On retrouvera Leïla par une nouvelle chronique quand tu es dans la galère. La chronique geek, ce sera avec Jago. Jago qui nous fait le plaisir, qui est streamer et qui nous fera le plaisir d'être notre geek de la semaine. La chronique sexualité de Rosen, Q comme sexualité, avec Woody. Si vous suivez de semaine après semaine, vous avez vu que dans son décor, il y a Woody maintenant. Et on terminera forcément en électro, un peu à l'heure de l'apéro, avec un petit set électro, avec Brocode qui nous rejoindra tout à l'heure pour clôturer l'émission. Ah, j'ai oublié, je vous ai prévu un petit jeu. Et vous n'allez pas danser cette semaine. Rassurez-vous, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de mouvement. Ce sera que du visuel. Il fait chaud, donc voilà. Donc on va passer sans transition ou presque à la rubrique Le Tour de France. Le Tour de France sur la route de Ligy, où chaque semaine on suit le périple de Mariam. Mariam qui part à la découverte de l'information jeunesse dans le cadre de l'opération Tu fais quoi cet été? Et cette semaine, Mariam, elle était à Orléans pour un petit micro-trottoir. Elle a rencontré des jeunes qui cherchaient des jobs d'été, ou en tout cas, elle a recueilli les questions des jeunes autour des jobs d'été. La petite pastille vidéo tout de suite et on se retrouve juste après. Ok, là on est dans la voiture, on va descendre un petit peu parce qu'il fait trop chaud. Regardez-moi ce temps. Aïe aïe aïe. Il y a un micro. Bonsoir Paris. Ça va l'Olympia? Comme nous l'a demandé Delphine, je vais venir vous retrouver sur les rues d'Orléans afin de vous poser quelques questions. Et on va voir ce que ça donne. T'es prêt? Et c'est parti. Salut, comment ça va? Ça va, merci. Vous avez quel âge? Moi j'ai 16 ans. 15 ans. J'ai 20 ans. 18 ans. 17 ans. Est-ce que tu as trouvé du travail pour cet été? Moi je suis en bac pro, en alternance. Ouais, lundi j'ai un entretien à Intermarché. Inch'Allah, on va faire des doigts pour toi. Je vais 2 mois de vacances. Moi je travaille en boucherie. Et tu as trouvé ce taf comment? Ça fait déjà un an que j'ai trouvé ce taf en apprentissage. Je suis en train de chercher. Je contacte les agences d'intérim. Chaque semaine, pour l'instant, un coup il y a, un coup il n'y a pas. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, mais je pense que d'ici août, j'aurai trouvé quelque chose. Et vous pensez pas que depuis le Covid, c'est compliqué de trouver du taf? Il y a mort, il n'y a que dalle. Ah ouais, là c'est la merde. Ouais, faites des efforts, il y a des primes de 8000 balles pour les jeunes. Pour les apprentissages, pour aller en milieu professionnel, c'est beaucoup plus compliqué. Pour la rentrée, ça m'a pris 3 mois avant de trouver mon travail, mon apprentissage. Question bonus, le lait avant ou après les céréales? Le lait, c'est après. Moi je dis après. Avant, c'est sûr. Avant. Après les céréales. Il n'y a pas de lait pour moi. Nous revoici en plateau après cette pastille de Mariam.
Alors, si vous, comme les jeunes qu'on a pu voir dans la vidéo du côté d'Orléans, vous êtes à la recherche d'un job d'été, il n'est pas forcément trop tard. C'est vrai que s'y prendre plus tôt, c'est mieux, mais rendez-vous dans les criges, dans les biges, les piges. Il y a peut-être encore quelques jobs dans l'agriculture ou en intérim. En tout cas, les animateurs information jeunesse sont là pour répondre à vos questions. Si vous voulez découvrir la suite des aventures de Mariam, vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube InfoJeune. Vous retrouverez différentes petites pastilles vidéo des aventures de Mariam. On a un extrait, nous, chaque semaine dans Talkiji, mais 3 fois par semaine, vous pourrez retrouver les vidéos de Mariam. Eh bien, on dit bonne route à Mariam qui était sur d'autres routes de France, mais qu'on retrouvera la semaine prochaine. Et on va faire un peu de place pour notre invité maintenant. Notre invité cette semaine, c'est Vras. Bonjour Vras. Et bonjour. Alors, je vais, comme tout le monde, me lancer dans ta présentation. S'il y a des erreurs, tu me coupes. Tu as 26 ans, mais ça, on l'a vérifié juste avant, donc normalement, c'est bon. Tu es ancien head coach de l'équipe des Angry Titans sur Overwatch. Ensuite, tu as été head coach de l'équipe de France d'Overwatch en 2019. Ouais. Ça veut dire sélectionneur de l'équipe de France aussi? Exactement. Sélectionneur et entraîneur. Voilà, alors donc j'aurais fait mon premier champion du monde et mon premier sélectionneur d'équipe de France en moins de 3 semaines. C'est un véritable exploit dans Talkiji. J'attendrai pour verser ma petite larme. Et actuellement, tu es coach professionnel sur Valorant, toujours. Exactement. Et coach pour les Angry Titans, si j'ai bien suivi. Exactement. J'ai rejoint ces structures avec mon changement de jeu. Et il y a eu, du coup, j'ai aussi été head coach en 2019 de l'équipe de Montréal. Une équipe américaine pour qui j'ai bossé pendant 6-7 mois, entre 2019 et 2020. Alors, question la même pour tout le monde dans Talkiji. Tu fais quoi, toi, cet été? Oh, je bosse. Et là, d'ailleurs, t'es en pause. Il n'y a pas vraiment de vacances, là. Surtout dans l'e-sport, il n'y a pas vraiment de vacances. Non, moi, là, je bosse énormément parce qu'en fait, là, actuellement, je monte mon équipe sur Valorant. Donc, je sélectionne mes joueurs. C'est en ce moment même. C'est ce que je fais là sur ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc, en fait, je bosse à plein temps là sur tout l'été. Et je pense, peut-être, je prendrai un peu de vacances fin août. Mais là, en tout cas, sur tout le mois de juillet et d'août, c'est beaucoup de boulot et ça ne s'arrête pas vraiment. Alors justement, c'est quoi le quotidien d'un coach professionnel d'e-sport? C'est du recrutement en ce moment. On t'envoie des CV, c'est sur Twitter, tu regardes des matchs, comment ça se passe en fait? Alors du coup, là, pour sélectionner les joueurs, ce que je fais, c'est que alors pour mon quotidien, en tout cas actuellement, je contacte en effet des gens, soit que j'ai rencontrés par des contacts, soit en effet que j'ai rencontrés sur Twitter ou sur des streams sur Twitch, ça peut être le cas aussi, ou encore plus par les résultats qu'ils ont pu faire et du coup par des contacts soit de leur agent, soit directement de eux, parce que je les connais aussi d'avant, certains, il y en a certains que je connais d'Overwatch, il y en a certains que je connais de Valorant depuis le lancement du jeu. Donc voilà, c'est beaucoup de contacts de plein de points différents, plein de sites différents. Et du coup, je mélange un peu tout ça, je les contacte, je leur propose de venir essayer de s'entraîner avec nous, voir ce que ça donne. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, je décide ou non, après plusieurs entraînements, si je garde tel ou tel joueur ou non. Et voilà. Donc, c'est plutôt vraiment une phase de prise d'information dans plein de sites différents et ensuite une phase d'entraînement avec ces joueurs-là pour voir comment ça pourrait fonctionner en équipe. Alors moi, en préparant l'émission, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui mettaient leur CV sur Twitter, par exemple, en disant j'ai joué dans tel truc. Pour moi, il y avait un peu des messages codés. En tout cas, j'ai découvert l'âge, les jeux, et Free Agent. Donc ça, c'est les joueurs libres. Ça ressemble vraiment au basket ou au football, par exemple. Sauf que c'est sur Twitter. C'est exactement ça. C'est un peu le LinkedIn de l'e-sport. C'est un peu Twitter. Ça permet souvent de se mettre en avant. En fait, la communauté e-sport, de manière générale, sur tous les jeux, est beaucoup présente sur Twitter. Donc, en fait, c'est souvent le meilleur endroit pour pouvoir relayer ces informations-là, relayer soit son CV, soit en effet juste mettre quelques lignes en disant, voilà, je suis libre, j'ai telle et telle expérience, j'ai tel âge, je suis capable de faire ça, ça et ça. Envoyez-moi un message et on voit ce qu'on peut faire. Et c'est souvent, il y a beaucoup de gens qui font ça. Après, c'est pas spécifique que à Twitter, mais on va dire que c'est une base très intéressante. Donc, on a parlé d'agents, on a parlé de joueurs, on a parlé d'entraîneurs.
elle est composée comment une équipe aujourd'hui de professionnels d'e-sport? Parce que peut-être qu'il y a des adultes ou des parents qui nous regardent. Oui, il y a des équipes professionnelles d'e-sport aujourd'hui en France, ça fait quelques temps, et qui sont structurées, mais elles sont structurées comment? Quel métier on a dedans en fait? Alors, ça varie beaucoup, comme dans le sport traditionnel, on va dire, entre une petite équipe professionnelle et vraiment une grosse structure professionnelle, il va y avoir des changements. Mais on va retrouver pas mal de choses, mine de rien, et de plus en plus, en fait, au fil des années, de plus en plus de choses viennent s'ajouter. Donc, bien évidemment, on a les joueurs qui peuvent varier de 1 à 6 ou 7 en fonction des équipes, en fonction des jeux. On peut avoir, du coup, avec un coach et un manager qui sont souvent les deux les deux facettes d'une même pièce pour tout ce qui est de la gestion de l'équipe, le coach pour tout ce qui est l'aspect de la gestion interne de l'équipe, l'aspect social et bien entendu tout ce qui est technique et lié au jeu, et le manager qui va s'occuper de tout l'aspect externe, gérer potentiellement des trajets, des transports, la gestion des entraînements, la gestion de tout cet aspect professionnel-là, c'est le manager qui va s'en occuper. Donc ça, on va dire, c'est la base, l'équipe, le coach, le manager. Et après, on va avoir plein de choses autour de ça. Déjà, on peut avoir des assistants coach, on peut avoir des analystes qui, comme dans le sport traditionnel, vont s'occuper beaucoup plus de chiffres et de choses, tout simplement passer des heures à analyser des choses spécifiques pour permettre à l'équipe de progresser. Ensuite, on peut avoir des métiers très divers et variés qui vont orbiter autour de tout ça. On peut avoir des coachs mentaux qui vont du coup être beaucoup plus là pour formater l'équipe à la compétition et leur permettre du coup d'être prêts, surtout quand ce sont des jeunes joueurs, d'être prêts, ne pas céder au stress et être concentrés et prêts pour ce type de compétition. On peut avoir des coachs sportifs parce qu'en fait, il y a beaucoup maintenant de composantes sportives qui rentrent à l'intérieur de ça et à l'intérieur de l'e-sport pour être en forme, parce qu'être en forme psychologiquement, c'est aussi être en forme physiquement. Donc, c'est très important pour un athlète e-sportif de faire du sport. On peut avoir aussi maintenant des aspects de nutrition, des nutritionnistes qui orbitent autour de l'e-sport pour justement, pour en plus du sport, savoir bien manger par exemple. Et après, on va avoir énormément de choses autour dans un rayon plus large. On peut avoir au sein même du structure e-sport, on peut avoir aussi des coordinateurs, on peut avoir des gestionnaires d'événements, on peut avoir des streamers, des casteurs, des responsables, des CEO quand il s'agit de grosses boîtes. Il peut y avoir des boîtes des très très grosses entreprises qui brassent des centaines de millions de dollars et qui du coup ont un personnel qui va bien au-delà que simplement le personnel qui est autour de l'équipe. Il peut y avoir des gens qui s'occupent de la communication, du marketing, etc., etc. Donc là, on touche de suite des dizaines, des centaines, des milliers de personnes des fois selon les structures. Alors, il faut voir en fait aujourd'hui que c'est une vraie économie, l'e-sport en compétition. Il y a des compétitions internationales de clubs, d'équipes, de teams, mais il y a aussi des compétitions internationales par pays. Et donc, toi, tu as eu la chance d'être sélectionneur de l'équipe de France. Comment on en arrive là? Est-ce que pour toi, c'était une consécration d'être coach de l'équipe de France? C'était quelque chose que tu attendais depuis longtemps? Et comment on le devient en fait? Alors, c'était un honneur incroyable et je suis très 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 content d'avoir réussi à faire ça. En plus qu'on a réussi à faire une très bonne performance lors de la World Cup, donc ça c'était vraiment incroyable. Il se trouve qu'en fait, selon les jeux, c'est pas le cas avec tous les jeux et avec tous les e-sports, parce que c'est comme chaque fédération sportive, chaque fédération e-sportive, enfin, du moins chaque jeu a ses propres règles. Et donc certains jeux ne font pas de Coupe du Monde. Il se trouve que le jeu sur lequel je participais faisait une Coupe du Monde chaque année. Et du coup, j'ai postulé en 2019 pour être le sélectionneur de l'équipe de France. J'avais été vice-champion d'Europe et champion d'Europe avant avec mon équipe. Donc, en fait, on va dire que ça donnait un peu plus une certaine légitimité vis-à-vis de ça. Mais il y avait plusieurs participants et ça n'a pas forcément été évident. Surtout que l'année passée, l'équipe de France n'avait pas forcément bien brillé. Il y avait eu quelques petits problèmes. Et donc, du coup, comme c'est un e-sport Overwatch qui a beaucoup de fans et surtout en France il y a énormément de gens qui suivent et qui soutiennent, il fallait aussi que que ça se passe bien cette année. Et donc voilà, les gens m'ont fait confiance et du coup ça a été incroyable. On a été à Los Angeles faire la Coupe du Monde pendant une dizaine de jours parce qu'on a eu aussi une semaine de préparation là-bas dans les locaux de Red Bull, c'était incroyable. Et ouais, non, c'était une consécration formidable. Il y a toujours une part de chance, il y a une part de talent et de résultats, sans nul doute. Mais voilà, tout ce mélange a fait que j'ai pu faire ça. Et du coup, on a été à la Coupe du Monde et on a terminé 4e du coup à cette Coupe du Monde. Donc, première nation européenne, première nation à battre la Corée du Sud, la meilleure équipe du monde qui n'avait jamais été battue. C'est un peu les All Blacks d'Overwatch. Et donc, du coup, on a réussi à les battre. On a
fait 4e. Donc ouais, c'était incroyable. Et comme au rugby, on perd pas le plafond de verre, on bat les All Blacks et après en demi-finale, bam. Exactement. On fait un exploit souvent, mais pas deux. C'est ça. C'est notre problématique. Alors, on a un chroniqueur mystère, il s'appelle Chaton. Il vient nous faire des petits coucous pendant l'émission et je crois que justement, il a une question, il a une petite question pour toi et par rapport à l'équipe de France. Salut les fondus du joystick, voilà, entre 2 bols de sorbet de croquettes, en bon professionnel que je suis, je me suis mis aux jeux vidéo pour préparer ce talk, voilà. J'ai suivi les conseils de Cécile, je viens de finir The Last of Us 2, et comment dire, je suis en bad trip. Bref, merci d'être dans le talk, voilà, coach de l'équipe de France, c'est quand même la classe. J'ai toujours rêvé, moi, d'être médaillé olympique, mais bon, les courses de gouttière ou carrément les déroulés de pelote de laine, c'est pas trop leur discipline apparemment. Bon, j'ai une question pour toi, voilà, est-ce que tu penses que le e-sport va enfin être intronisé dans les Jeux olympiques? Si c'est le cas, vraiment, je suis prêt à tâter du clavier et de la souris. Ah, la souris, lol, blague de vieux. Bon, j'avais aussi une petite question bonus. Est-ce que tu sais comment on sort de la maison dans le premier Zelda sur NES? C'est pour un collègue chroniqueur que j'aime bien, mais je le dis que quand il n'est pas là. Voilà. Allez, merci encore. À très vite. Tchuss. Donc, Chaton, en fait, il avait 2 questions pour toi. Yep. La première, c'est de savoir si un jour l'e-sport sera aux Jeux olympiques parce que son rêve, c'est d'être médaillé olympique. Et que la course de gouttière et que le déroulé de pelote de laine n'étant pas des disciplines olympiques, il mise tout sur l'e-sport. Parce qu'il adore les claviers et surtout les souris. Je comprends, surtout pour les souris. Mais alors moi j'espère vraiment. Normalement ça devait être le cas cette année. Enfin il devait y avoir, il y a eu beaucoup de discussions. Il devait y avoir des phases de test vis-à-vis de ça, parce que beaucoup de gens se disaient que c'était pas forcément en accord avec les valeurs de l'Olympie sur le côté compétition pour certains jeux. Mais je pense que inévitablement on va y arriver. Pour moi c'est quelque chose que je trouve incroyable pour démocratiser l'e-sport. Sur un plus large public, que ça touche aussi plus de monde et que les gens découvrent qu'il s'agit d'un sport comme les autres, qu'il y a des compétitions comme les autres et que ça touche énormément de monde. Donc moi j'espère vraiment que ça va commencer dans les JO et pourquoi pas un jour, ce qui serait incroyable, c'est d'avoir les JO de l'e-sport. Ce serait fou, avoir une compétition comme les JO avec tous les gros e-sports représentés et du coup une compétition internationale avec tous les pays et avec un classement, ce serait fabuleux. Il y avait eu les X-Games un petit peu pour les sports urbains et extrêmes, un peu qui avaient amorcé. Et on voit aujourd'hui que le skate et d'autres disciplines arrivent aussi dans les JO. Ce sera peut-être une voie pour y arriver. Et alors, il y a une petite question bonus. Il paraît que tu es un grand fan de Zelda et on a de nos chroniqueurs qui a jamais réussi à sortir de la maison de Zelda sur la NES. Est-ce que tu as un tuyau pour lui, pour l'aider? Parce qu'il bloque sur la première maison. Alors, il faut savoir que je suis un boomer bientôt, approchant de la trentaine, mais je n'ai jamais fait Zelda sur NES. Ah, du mince. coup, je ne pourrais, et étant très très fan de Zelda, c'est vrai, mais je n'ai jamais fait le Zelda sur NES. Du coup, je suis désolé Chaton, je ne pourrais pas t'aider, mais moi je t'aurais dit sors par la porte, mais non, a priori, même au premier niveau, c'était pas par la porte. Bon, mais tant pis, si vous pouvez aider Siegfried ou Chaton dans le chat Twitch, n'hésitez pas. Ça fait 35 ans que Siegfried essaie de sortir de sa maison sur Zelda et aidez-le, s'il vous plaît. On va y revenir. On a parlé un peu de la professionnalisation. Tu es professeur, toi, dans des formations orientées e-sport aussi. Est-ce que on a peut-être des parents, on a peut-être des jeunes aussi, forcément, qui sont attirés par ce milieu-là? Comment on fait la sélection des écoles? Est-ce qu'il y a des écoles plus ou moins sérieuses? Est-ce qu'il y en a d'autres qui surfent sur une opportunité? Quel est ton regard sur ça? Alors, comme tout milieu qui est en plein développement, il y a un peu de tout. C'est ça, on est passé par différentes phases où on a vu beaucoup d'arnaques, on a vu des gens qui essayaient de profiter un peu de tout ça. Mais c'est comme tout, ça dure jamais longtemps. Et en fait,
en ce moment, on rentre et on est rentré depuis maintenant quelques années dans une phase de professionnalisation de la scène et de ce sport-là. Donc, en fait, de plus en plus, les formations et les écoles deviennent de plus en plus sérieuses. Il faut quand même bien prendre le temps, encore aujourd'hui, de discuter avec les gens qui sont dans ces écoles-là, voir exactement quels sont les contenus des formations, quels sont les intervenants. Je veux dire, c'est comme partout. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de profiter, il y aura toujours des arnaques, mais en fait, globalement, c'est de mieux en mieux et les formations sont de plus en plus intéressantes. En fait, c'est des formations qui sont souvent très orientées sur ce qu'on appelle le digital slash tout ce qui a attrait au numérique et en fait avec des formations complémentaires autour de l'e-sport, soit pour apprendre à être joueur professionnel pour certains, ou du moins s'améliorer en termes de professionnalisation en tant que joueur, ou bien sur tous les métiers, j'en parlais tout à l'heure en tant qu'équipe, tous les métiers qu'il peut y avoir autour de l'e-sport, vu qu'il y en a plein, il y en a des dizaines qui peuvent être très peu connus. Donc en fait, ça rentre beaucoup plus dans ce cadre-là maintenant. Donc ouais, je pense que ça se professionnalise, je pense que c'est de plus en plus intéressant et que ces formations-là deviennent de plus en plus cadrées, mais bien entendu, il faut prendre le temps de lire les informations exactement pour pas se faire avoir et pas faire de bêtises sur ça. Alors aujourd'hui, il y a le milieu, parce que le rêve, le Graal, à mon avis, pour beaucoup de jeunes, c'est d'être joueur professionnel. On l'a compris dans tes propos. On peut travailler dans le jeu de vidéo dans plein de domaines, ou même dans l'e-sport, dans tout un tas de domaines. Aujourd'hui, il y a combien de joueurs professionnels d'e-sport en France? Est-ce que tu as une idée à peu près? Je connais pas je saurais pas te dire le chiffre exact parce qu'en fait, il y a beaucoup. En fait, c'est assez difficile de savoir dans le sens où certaines personnes vont se dire professionnelles d'un milieu alors qu'elles ne le sont pas forcément. En fait, la professionnalisation dans l'e-sport est encore assez floue. Est-ce qu'on est considéré professionnel à partir du moment où on fait des compétitions à haut niveau, à partir du moment où on est salarié sous contrat? Voilà, il y a des gens en fait qui mélangent un peu tout ça, donc c'est difficile de savoir. Mais en fait, chaque année, avec la sortie de plus en plus de jeux et le développement globalement des équipes et des structures, en fait, il y en a de plus en plus. En fait, chaque année, le nombre de joueurs professionnels e-sport et de métiers autour de l'e-sport augmente chaque année. Donc voilà, ça c'est une certitude. Et est-ce que c'est facile aujourd'hui d'en vivre? On est sur des carrières courtes, on est sur des statuts hyper précaires. C'est-à-dire que hier, j'étais peut-être joueur professionnel sur Overwatch. Aujourd'hui, le jeu plutôt à la mode, c'est Valorant. Est-ce que la transition, elle est facile ou du jour au lendemain, en fait Ouais, en fait, c'est très compliqué parce que en effet, c'est un choix de carrière qui est très particulier et qui est vraiment pas évident. Il faut l'assumer totalement. Il faut que ce soit vraiment quelque chose où on est passionné. C'est un peu comme le sport. Quand on veut devenir professionnel dans le foot, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent être professionnels, qui veulent être footballeurs professionnels, le prochain Mbappé, le prochain Zidane, forcément. Mais il y a beaucoup d'appelés et assez peu d'élus parce qu'en effet, c'est un métier qui est très difficile. On y retrouve toutes les composantes du sport élitiste, c'est-à-dire qu'il y a une sacrée compétition, donc il faut avoir aussi une mentalité de compétiteur, c'est très important. Et forcément, vu que c'est un métier en développement, il peut y avoir beaucoup d'embûches sur le chemin. Et donc, voilà, ça peut être assez compliqué sur ça. Et en effet, se rajoute à ça le fait que il peut y avoir des carrières très courtes. Certains restent dans l'e-sport seulement quelques mois, d'autres quelques années. Très peu en font des carrières sur le long terme, en tout cas en tant que joueur, même si maintenant de plus en plus, mais ça reste quand même assez faible encore à l'heure actuelle. Donc, ce sont des carrières assez courtes où on n'est pas forcément extrêmement bien payé non plus. Ça dépend encore une fois, mais c'est toujours pareil. Les grands joueurs, les grandes stars vont être extrêmement bien payés, vont très bien gagner leur vie. Mais pour quelques-uns qui vont être au top, il va y en avoir beaucoup en dessous ou pour qui ça va être forcément plus compliqué et qui vont devoir aussi réfléchir autrement. Et c'est pour ça, moi, le meilleur conseil que je peux donner aussi aux gens qui souhaitent se lancer dans l'e-sport ou qui ont des projets d'avenir dans l'e-sport, c'est penser sur des choses sur le long terme, pas simplement se dire « Ok, je veux devenir joueur professionnel et c'est tout ». Il faut toujours réfléchir à « Ok, tu veux devenir joueur pro, mais déjà, est-ce que tu as les qualités pour ?» Donc, il faut savoir faire une introspection sur soi pour dire « Ok, est-ce que je veux vraiment, est-ce que je peux vraiment faire ça ?» Et puis surtout, il faut réfléchir à l'après. S'organiser sur ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire pendant 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce que j'ai des diplômes ou pas? Est-ce que je pense à une reconversion? Est-ce qu'il y a d'autres métiers là-dedans qui m'intéressent? Il y a beaucoup de choses comme ça. Et moi, quand je me suis lancé là-dedans, j'avais déjà,
on va dire, tout ce plan en tête et j'avais déjà fait beaucoup de choses avant. Donc, en fait, j'ai pu me lancer là-dedans en disant, OK, j'ai déjà fait ça, ça, ça et ça. Donc, je sais que je peux me lancer dedans sans trop de soucis. Et moi, déjà, d'ailleurs, je n'ai jamais voulu être joueur pro parce que, même si j'ai été joueur un temps, parce que je sais à quel point c'est dur, ça demande des sacrifices et que moi, au vu des qualités que j'avais, c'était plus intéressant pour moi que je passe dans de la gestion du coaching. C'était beaucoup plus efficace. Alors moi, à 7 ans, j'ai abandonné tout rêve d'être footballeur professionnel. Enfin, en fait, dès que j'ai eu un ballon dans les mains et dans les pieds, quoi. Je peux comprendre. Et pareil pour l'e-sport. On m'a mis devant PES à l'époque, c'était fini. Donc oui, voilà, un statut qui est forcément précaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Vra? Si vous êtes en direct sur Twitch, vous pouvez poser vos questions. Moi, j'en ai une chose. Oui, Mam, vas-y. J'ai une question. Je voulais savoir s'il y a du dopage dans le e-sport et si oui, qui contrôle? Ah, ça, c'est une excellente question pour le coup. Alors, oui, comme dans le sport, il y a du dopage dans l'e-sport. C'est totalement vrai. Alors, c'est pas du dopage qui va jouer sur les performances physiques, parce que c'est pas vraiment ça qui rentre en jeu. Par contre, c'est du dopage qui va jouer sur la concentration. Il existe des produits, en fait, qui servent pour soigner certaines maladies chroniques et des troubles de l'attention, en fait, qui vont être utilisés dans l'e-sport pour permettre à l'esprit de se concentrer, de se focus et donc gagner en efficacité. Et c'est un fléau et un gros problème. Je vous conseille à tous les gens que ça intéresse, il y a de super documentaires sur ça, sur YouTube, totalement gratuits. Vous pouvez trouver sur Internet très facilement, qui vous expliquent tout ce qu'on trouve à l'heure actuelle. Et voilà, donc c'est vraiment un truc qui est très commun, on va dire, qu'on voit très souvent des histoires qui sortent sur le dopage. Et bien évidemment, c'est interdit, mais en fait, le problème, c'est que c'est très peu régularisé. À l'heure actuelle, là où dans le sport, c'est quand même assez encadré, et pourtant, il y a quand même des cas de dopage, dans l'e-sport, c'est très, très peu encadré parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses qui sont faites en distanciel. Donc, c'est très compliqué de pouvoir avoir des personnes qui vont contrôler chez une personne qui joue à Bangkok et une personne qui joue à Montréal, de pouvoir contrôler alors qu'elles sont dans la même compétition en train de jouer, contrôler qu'elles n'ont pas pris de produits comme ça. Donc ça va être fait de plus en plus et c'est en train de se coordonner dans des événements en présentiel où toutes les équipes viennent au même endroit et où là il peut potentiellement y avoir des contrôles, mais en fait c'est quelque chose d'extrêmement rare encore à l'heure actuelle. Et oui, c'est un problème qui ronge l'e-sport depuis un moment et de plus en plus à très haut niveau. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et d'ailleurs, sur de l'autre e-sport, je crois, automobile, il y a eu des cas de triche pendant le confinement, notamment de pilotes e-sport et de vrais pilotes sport auto, avec un pilote de sport auto qui avait fait jouer à sa place un streamer e-sport. Enfin, oui. Voilà. Et il s'est fait attraper d'ailleurs. Il s'est fait attraper par l'adresse IP tout bêtement. Exactement. Avec comme le quoi, confinement. On trouvera toujours, il y aura toujours des moyens pour tricher. Alors je vois, je suis tout flou à la caméra. Je vais peut-être débrancher ma caméra et la rebrancher. Je ne sais pas si ça, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Hop, parce que sinon vous allez me voir tout flou. Et c'est quand même un petit souci. Alors, attention, Jago, avoir une question à ton retour. Hop, voilà. Parfait. Jago, tu as une question ? Ouais, en fait, je voulais rebondir par rapport à l'e-sport et les Jeux Olympiques. Juste pour dire que justement, cette année, au Japon, il devait en fait y avoir deux jeux, Street Fighter V et Rocket League. Exactement. Et c'était vraiment le premier pas de l'e-sport dans les Jeux Olympiques. Bon, malheureusement, avec le confinement, etc., il n'y a rien qui s'est passé comme il faut. Mais là, en fait, ça aurait été vraiment génial parce que ça fait un petit moment qu'ils étudient ça. Même en France, moi, j'ai eu pas mal d'échos par rapport à ça, où en fait, ils veulent vraiment savoir s'il y a la possibilité que les jeux e-sport apparaissent. Mais je pense que ça va être inévitable. Je pense qu'à un moment, ça va être obligé. Et après, pour le dopage, moi, j'ai connu les débuts de l'e-sport vraiment. Moi, je suis plus vieux que Brat. Donc, à l'époque où c'était des associations et que ça a commencé à se convertir et les brands et les marques ont commencé à débouler. Et au départ, c'était de l'optimisation, en fait. C'était quand ils voyageaient, en fait, les joueurs, quand ils voyageaient, ils devaient récupérer. Et là, ça passait par des comprimés qui permettaient de récupérer rapidement pour pouvoir
jouer avec des très bonnes conditions. Et après, maintenant, forcément, toute discipline à l'extrême, à un moment ou à un autre, malheureusement, le dopage, les gains, etc. Voilà, je voulais intervenir par rapport à ça. Alors, moi, il y a un sujet que je voulais aborder très, très rapidement avec Raph. Tu as été coach d'une équipe féminine, si je ne me trompe pas, d'e-sport pendant quelques temps. Et moi, je m'interrogeais sur la place des filles dans l'e-sport aujourd'hui. On sait que c'est très, très compliqué aujourd'hui. On est quand même dans un monde de l'e-sport qui est très masculin. Pourtant, il y a plein de talents chez les filles. Ouais, en fait, l'e-sport et la compétition là, de manière générale dans le jeu vidéo, c'est vrai que c'est un milieu qui est encore très masculin, très misogyne, très sexiste depuis très longtemps. Ça s'arrange petit à petit et ça va mieux petit à petit au fur et à mesure des années, des avancements, etc. Mais c'est encore quelque chose d'extrêmement... d'extrêmement présent ce côté-là. Et donc, le statut des femmes dans l'e-sport à l'heure actuelle, il est très faible. En fait, on en voit très peu. Il y a, en tout cas, en termes de professionnels, de joueuses professionnelles, on en voit extrêmement peu. Il y a certains jeux où on en trouve plus que d'autres. Mais par exemple, pour donner un ordre d'idée sur Overwatch, il y a du coup une ligue professionnelle qui s'appelle l'Overwatch League et qui comprend 200, 300 joueurs professionnels à peu près. Sur ces 200 ou 300 joueurs, il y a une femme. Et encore, c'est vraiment plutôt pas mal. Et c'est une joueuse qui ne joue quasiment pas. En fait, elle ne fait aucun match de l'équipe dans laquelle elle se trouve, parce que c'est une équipe qui comporte plus de 6 joueurs. Et donc, du coup, c'est l'équipe aligne d'autres joueurs qu'elle, mais elle est présente quand même dans l'équipe. Mais voilà, ça fait à peu près une joueuse sur 200 ou 300 joueurs professionnels. Et il y a certains jeux où il n'y en a pas du tout. Actuellement, sur Valorant, par exemple, il n'y a aucune joueuse professionnelle. Enfin, il y a une équipe professionnelle, si tout de même féminine, mais en termes compétitifs, on en trouve quand même très, 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 très peu. Et ouais, c'est assez compliqué. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que ça continue de se développer, qu'on voit plus d'équipes mixtes, d'équipes féminines. Et cette année, ça se développe quand même un peu plus sur certains points. Par exemple, lors de la BlizzCon 2019, qui est le gros événement que tient Blizzard chaque année, et il y a à chaque fois des compétitions dedans. Et du coup, il y a eu une joueuse qui a gagné le championnat mondial de Hearthstone. Donc, c'était la première femme à gagner une compétition comme ça sur Hearthstone et sur un gros jeu vidéo avec une telle audience et une telle population qui y joue. Et donc, c'était vraiment un des premiers pas et un des premiers événements de fin 2019 qui a montré des professionnels féminines sur le jeu vidéo. Mais en termes de jeux compétitifs en équipe, on en voit encore très peu, trop peu. Et ça va mettre encore quelques temps avant de se développer. Et ça doit passer, selon moi, et c'est hyper important, par aussi une éducation des joueurs et vraiment sur ce côté compétitif-là, à moins de misogynie, de sexisme dans le jeu vidéo. C'est vraiment quelque chose qui doit diminuer au fur et à mesure. Alors, Shan, tu voulais réagir, je crois. Ouais, c'est parce que cette année, j'ai vu aussi même beaucoup de joueuses qui doivent décrocher à cause du harcèlement qu'elles subissent. Totalement. Et c'est un gros problème, mais je pense aussi que ça vient pas que des joueurs, mais aussi des personnes qui regardent. Ouais. Et aussi, il y a peut-être un manque de prise de position de la part des joueurs qui devraient peut-être plus s'exprimer sur le sujet et plus dénoncer ce harcèlement qu'elles vivent, parce que c'est super violent. Il y en a qui font des tentatives de suicide et tout, c'est horrible. Totalement. Alors là aussi, en termes d'avancée sur ça, en juin et juillet, il y a eu une grosse phase très intéressante et très importante où beaucoup de femmes du milieu de l'e-sport et du milieu du jeu vidéo ont parlé, notamment sur Twitter, ont évoqué tout ce qu'elles ont subi par rapport à certaines personnes et par rapport à certains professionnels du milieu. Et en fait, on a eu droit à une certaine épuration, on va dire, de ce milieu-là, et c'était vraiment un truc très important et très intéressant, où du coup il y a beaucoup de gens qui se sont fait virer d'équipes, de compagnies, de jeux vidéo, d'e-sport, etc., à cause de tout ce qu'ils avaient pu faire auprès de certaines femmes, certaines joueuses. Donc ça a été un mouvement qui est encore en cours là en 2020, et c'est des choses qui sont très bien. Ça permet des avancées aussi sur le sujet. Donc ça avance difficilement, lentement, mais il y a des choses qui avancent. Et donc, du coup, ce statut de joueuse e-sport, joueuse professionnelle et de femme dans le milieu de l'e-sport avance petit à petit. Trop lentement, mais ça avance.
Alors, le temps passe très vite. Est-ce qu'il y avait une question sur le ranking, par exemple, de qui choisit pour représenter notre pays, la France, sur Street Fighter, par exemple, ou sur un jeu. On y a répondu un petit peu tout à l'heure par rapport à Overwatch, mais c'est vrai qu'il doit y avoir des systèmes de classement. Et puis après, il y aura des sélectionneurs et peut-être qu'un jour, on aura 70 millions de sélectionneurs du représentant français de Street Fighter pour les Jeux Olympiques ou du représentant. Voilà, on commentera peut-être les choix du sélectionneur de l'équipe de France de Valorant en ne comprenant pas pourquoi il a pris Giroud plutôt que Benzema. Voilà. Tu sais, tu fais pas si bien le dire, choix après, peut-être tout simplement du sélectionneur au final. Bah, tu fais pas si bien dire, hein, sur Overwatch, c'était déjà le cas. Et chaque année, c'est le cas. Et cette année, j'y ai eu droit aussi. Vu que c'est quelque chose d'assez médiatisé, on va dire, et que beaucoup de gens suivent. Par exemple, la page officielle Twitter de l'équipe de France d'Overwatch, c'est presque 40 000 personnes qui suivent juste français ou francophones. Du coup, il y a beaucoup de gens qui réagissent à ça, beaucoup de gens qui commentent. Et donc, forcément, il y a énormément soit de choses positives, soit négatives. Pourquoi est-ce que tu as pris tel joueur? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris lui? Donne-nous des explications, etc., etc. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est très présent. Et juste pour le facteur de sélection, nous, en fait, pour l'équipe de France, c'était un vote. C'est-à-dire que c'était il y avait plusieurs personnes dans le comité, et donc pour le manager et le responsable de communauté, c'était les gens qui votaient, et pour le sélectionneur, c'était du coup le top des joueurs du pays, le top des joueurs du pays, donc le top 150 ou 250 joueurs qui pouvaient voter chacun pour un coach, et donc en comptabilisant les votes ensuite, le joueur était sélectionné. Jago. Ouais, justement, moi j'ai participé à la Coupe de France de Street Fighter. Et justement, en fait, la personne qui a organisé le tournoi, elle a choisi plusieurs villes de France et elle a demandé à chaque ville de réunir sa meilleure équipe. Et en fait, au final, ils étaient obligés de réunir les meilleurs joueurs de la ville s'ils voulaient gagner. Et en fait, ça s'est fait. Et moi, j'ai été sélectionné parmi les joueurs de Toulouse. Et on a fait le tournoi. Et il y avait vraiment, quand on est arrivé dans le tournoi, à Paris, au Grand Rex, il y avait vraiment les meilleurs joueurs de France. Donc, en réalité, ils ont bien fait les équipes parce qu'on a rencontré les meilleurs joueurs de France et je les connaissais quasiment tous. Et c'est une méthode. Et peut-être que le gagnant, le finaliste, représentera, enfin l'équipe finaliste, l'équipe qui gagne le tournoi, représentera peut-être les 4 équipes, parce que ce jour-là, je suis arrivé en quart de finale et j'étais bien content. Mais parmi les 4 finalistes, enfin les 4 équipes les plus fortes, peut-être construire une équipe la plus forte de France et attaquer le monde. Alors sûrement dans certains jeux individuels, ce système, peut-être que dans d'autres où c'est par équipe à 3, à 4, peut-être qu'il y a des complémentarités. Alors là, je ne sais pas. Hein, mais ça dépend les jeux, c'est vrai technique, mais je sais. Ça dépend les jeux là. Ouais. Donc on se donne rendez-vous pour le Tolkiji 87 où on commentera la sélection de l'équipe de France d'Overwatch peut-être ou de Valorant. Bref, le temps passe très vite. Je sais que tu étais en pause. Le devoir va t'appeler. Exactement. Un grand merci d'être venu merci parler un peu d'e-sport dans Tolkiji. Bon courage pour la suite. Ta carrière de coach sur Valorant. Bon recrutement pendant l'été. Et donc là, tu vas partir un peu à l'étranger ou l'équipe que tu as, elle est d'Allemagne, si je ne me trompe pas? Exactement, je vais normalement, du coup, comment ça va s'organiser, c'est que ça doit être prévu comme ça, en tout cas vers la rentrée, de partir en Allemagne. Si tout se confirme exactement comme ce qui était prévu, on va relocaliser toute la team en Allemagne, à Krefeld, du coup dans les locaux de l'équipe, avec la Gaming House, etc., pour pouvoir travailler tous ensemble là-bas, sur place. C'est l'objectif. Super, un grand merci. Merci. Plaisir. Merci beaucoup, au plaisir. Et puis bonne fin de journée, bonne fin d'émission à tout le monde. Et puis à la prochaine. Merci. Merci, au revoir tout le monde. À plus. Bonne journée. Et on va passer dans quelques secondes au coup de cœur de Mamadi.
Et Mamadi, tu vas nous parler d'une série. Absolument, une série intitulée Unorthodox qui est disponible depuis le 26 mars 2020 sur Netflix. Cette série dramatique en 4 épisodes est inspirée de l'autobiographie de Deborah Feldman qui s'intitule Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Acidic Roots. Je constate que je suis pas le seul à avoir des difficultés avec l'anglais et ça me rassure. La meilleure c'est que j'ai en anglais. Mais avec l'anglais, oui, pardon. Donc, l'histoire relate la fuite d'une jeune femme loin de sa communauté ultra-orthodoxe d'un quartier de New York pour prendre son destin en main. Cette fiction allemande, créée par Anna Winger et Alexa Karolinski, avait fait sensation pendant la période de confinement. D'ailleurs, elle a fait beaucoup de bruit. Oui, ça a été vraiment une des séries phares de cette période de confinement. Donc, j'invite les retardataires à s'y mettre parce qu'ils peuvent encore s'offrir une séance de rattrapage. Ce n'est pas trop tard. Et je vais vous livrer quelques bonnes raisons de regarder les 4 épisodes de cette série. Je vous en fais rapidement le résumé. Esther Shapiro, surnommée Esti, une jeune femme de confession juive ultra-orthodoxe, quitte Brooklyn pour vivre sa vie de femme libre à Berlin. Elle embrasse le rêve de devenir artiste. Mais une fois arrivée en Allemagne, son passé la rattrape. En effet, Yakov, son mari, qu'on surnomme Yankee dans la série, tente désespérément de retrouver sa trace avec la complicité de son cousin, Moïse. La série alterne ainsi le présent à Berlin et les flashbacks à New York. Et ces séquences, en fait, nous permettent au spectateur, en l'occurrence, de découvrir peu à peu la trajectoire de l'héroïne et de mieux comprendre ce qui l'a poussé à quitter les siens. Déchirée entre sa foi et son envie d'indépendance, Esti fait preuve d'une force de caractère incroyable et à toute épreuve. La tension monte au fil des épisodes. Difficile de ne pas rester insensible à son chemin de croix, parce que c'est un véritable chemin de croix que traverse cette femme pour pouvoir acquérir sa liberté et son indépendance, et puis notamment s'affranchir de sa communauté religieuse pour gagner justement cette émancipation. Unorthodox se regarde notamment comme un documentaire sur les traditions de la communauté juive. Les 2 créatrices de la série ont d'ailleurs collaboré avec des conseillers juifs pour recueillir des anecdotes en fait, qu'elles utilisent après dans la série, et ça apporte une touche très réaliste à cette fiction. Donc, je dirais c'est une fiction à la fois bouleversante, mais aussi instructive. Aucun détail n'est en effet laissé au hasard. Unorthodox se confronte aussi avec justesse 2 mondes entièrement différents, sans pour autant les opposer. Celui mystérieux, fait de rites et de conventions dans le quartier de New York, donc celui des orthodoxes, et celui libre et festif de Berlin. Mais la série quand même va au-delà des préjugés. Elle n'est pas là pour donner... Il n'y a pas un côté manichéen avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Et à noter qu'une partie du dialogue se fait en yiddish. Voilà, mais je vous rassure, ils sont traduits. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, j'appréciais notamment la portée universelle de cette série intimiste, car le parcours d'Esti peut en effet résonner en chacun de nous, notamment dans la manière dont la pression de la culture d'une communauté peut nous empêcher de tracer notre propre voie et nous empêcher de nous accomplir aussi et aller au-delà de nos rêves et de nos idéaux. La mise en scène est sobre, pour ne pas dire classique, mais le récit est vraiment prenant. Il est poignant, j'ai trouvé le rythme assez haletant et la tension monte au fil des épisodes. Franchement, c'est prenant. Et puis, voilà, en quelques mots, quand même, évoquer la performance incroyable de l'actrice, donc Shira Haas, dont les émotions à fleur de peau crèvent l'écran. Elle a déclaré d'ailleurs, la comédienne, à propos de la série, « Je ne pense pas qu'Unorthodox soit une histoire qui parle de l'existence de Dieu, elle parle du droit d'avoir sa propre voix. » Effectivement, c'est la thématique du film. Ce n'est pas une histoire uniquement que de religion. Voilà, ils se sont appuyés sur la religion, mais ils ont pu s'appuyer sur le sport, ça aurait été un peu la même chose. Et pour ceux qui souhaitent approfondir la dimension historique de la série, je vous invite à regarder le making-of qui est aussi disponible sur Netflix. Il dure une 20aine de minutes. Donc, les séquences sont racontées par l'équipe de la série ainsi que Deborah Feldman, dont la série a été adaptée avec brio. Donc, je vous la conseille fortement. Donc, c'était un vrai coup de cœur pour Unorthodox. Il y en a parmi vous qui l'ont vu ou pas? Non, encore. du tout. Non, du tout. Même pas le titre, d'ailleurs. Bon, ben voilà, c'était le conseil de Mamadi. Si vous ennuyez ce week-end, c'est 4 épisodes, donc ça va aller assez vite. Ça fait un grand film, en fait, quasiment, au format série. Merci, Mam. Avec plaisir. Et puis, juste après le petit jingle, on va retrouver
le croc actu de Shan. J'avais promis des chiens. Ils arrivent. Alors, Chaton se sentait sûrement seul. Il avait besoin d'un chien. Et Shan, tu as exaucé les vœux de Chaton. C'est pas vraiment moi, hein, c'est le Premier ministre britannique surtout, qui, en fait, il a clairement décidé de faire la gueule à son patrimoine culturel, puisqu'il a fait la gueule à Willy Wonka et à Charlie et la chocolaterie, en mettant tout le pays à la diète. Donc il nous explique ça dans une super vidéo sur son compte Twitter, où il promène son chien qui a l'air de bien faire la gueule. Il demande ce qu'il fait là, le chien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il faut aller la voir. Enfin, c'est incroyable. En fait, c'est une vidéo où il explique les bienfaits que le sport, enfin tous les bienfaits du sport et comment sa perte de poids a changé sa vie. C'est une vraie pub pour une vraie pub de régime en fait. Et donc on le prend en vidéo avec son chien, c'est incroyable. Et après, il n'a pas fait que cette vidéo, il a surtout aussi lancé un plan de lutte contre l'obésité au Royaume-Uni, donc qui s'accompagne de lois, par exemple, plus de pubs pour des produits trop sucrés, trop salés ou trop gras avant 21h sur Internet comme à la télévision. Mais également plus le droit de mettre ces mêmes produits de malbouffe trop près de la caisse dans les magasins. Donc bon, même si sa vidéo tient plus de la parodie qu'autre chose, il y a quand même un vrai truc qui est derrière et je vous conseille d'aller voir par vous-même le plan en lui-même. C'est assez intéressant et je pense que ça va changer beaucoup de choses au Royaume-Uni. Alors globalement, la vidéo, il est en distanciation sociale totale parce qu'il se promène avec son tout petit chien dans un parc qui est immense et il promène son chien. Ton dessin, c'était j'ai eu The Illumination parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que dans la vidéo, forcément, il évoque le Covid et que s'il avait été plus svelte, je crois, de mémoire, il aurait encore mieux été préparé à l'épreuve. Donc voilà, peut-être que son épisode Covid lui a fait voir la vie autrement. Et en tout cas, il a... Ouais, justement, il le dit. Il dit que... avant, il avait des propos super violents sur tout ce qui est attaque à l'industrie de la malbouffe. Et ensuite, dans la vidéo, il dit que depuis qu'il a eu le Covid, qu'il s'est retrouvé en soins intensifs, il a réalisé que les choses étaient différentes, qu'il fallait changer les choses. On ne sait pas trop si c'est une pub de régime ou une pub pour une secte. À suivre en tout cas sur la malbouffe au Royaume-Uni. Est-ce que ça va être suivi d'effet ces annonces et comment ça va être vécu par nos amis anglais? Merci Shan. Alors on vous le dit, hein, pour le moment on n'a pas reçu de carte postale, mais si vous voulez repartir avec le dessin original de Shan, vous pouvez envoyer des cartes postales dans le cadre du carte postale challenge. Vous pourrez aussi être présent avec nous dans l'émission pour poser vos questions en direct à l'invité. Voilà, et Shan se fera un plaisir. Mais pour le moment, il garde ses originaux, ce qui est très bien aussi. Et on va retrouver Leïla après le petit jingle pour sa galère. Alors, Leïla, tu vas ouvrir ton micro, je pense qu'il est éteint, et tu es vraiment dans la galère, toi. C'est ça. Les chroniqueurs de Tolkiji, je vous le dis, ils ont le sens du devoir. Donc, Mam regarde les séries en entier, il va voir vraiment les films, et toi, tu testes les galères en réel. C'est ça. Donc, je vais vous parler d'une galère que j'ai subie. Comment s'en sortir. Ouais. Voilà. C'est pas de tourpeau. Il y en a qui ont dansé la semaine dernière. C'est pas. Alors, la galère de la semaine. Allez, la galère de la semaine. Donc, salut à tous. Leïla est dans le terre-terre de nouveau pour régler tes galères. Donc, alors les friends, comme ça, on kiffe toujours autant la vibe, le sun, le beach. Mais cette fois-ci, on est trop tête en l'air ou peut-être trop drunk. Oui, ça glisse mieux en anglais. Bah, si tu comprends pas, moi j'y peux rien. T'avais qu'à écouter ton cours d'anglais. Brian is in the kitchen. Ah, ça t'a retenu, hein?
Donc, bref, trêve de plaisanterie, un petit peu de sérieux, l'heure est grave. Donc, tu as perdu ou tu t'es fait voler tes papiers d'identité ou ta carte bancaire. Alors, premièrement, illico presto, il te faut déclarer la perte ou le vol aux autorités locales de police les plus proches du lieu de la perte du lieu de perte ou de vol. Un récépissé à conserver te sera remis. Donc, bien évidemment, tâche de bien le conserver car il te sera indispensable pour le renouvellement ou l'édition du duplicata de tes autres documents. Il est valable 2 mois et tiendra lieu le cas échéant de permis de conduire. Et puis juste aussi, voilà, pour l'anecdote comme ça vaut mieux pour toi de faire cette déclaration si tu veux éviter que tes papiers d'identité se retrouvent dans les mains d'une personne mal intentionnée et qui aura l'idée de faire l'usurpation de ton identité et que tu te retrouves dans une galère chelou qui pourrait être bien plus compliquée et plus grave qu'un problème administratif si tu vois de quoi je veux parler. Voilà. Et donc, s'il s'agit d'une perte ou d'un vol de ta carte bancaire, donc ce dont j'ai été victime moi-même mardi, j'en suis ravie. Donc, fais opposition, ce qui va annuler la validité de ta carte. Donc, cela se fait auprès de ta banque. Donc, j'espère que tu as bien le numéro de ton conseiller. Tu sais, celui qui t'appelle quand tu es à découvert. Oui, on a tous connu ça, fais pas vanne. Donc, pour toi qui nous regardes depuis l'étranger, car tu nous kiffes un peu trop, en cas de perte ou de vol de ton passeport, puisqu'il y a ça aussi, tu peux rester vivre dans ce pays, c'est la seule solution à envisager. Ben quoi, tu voulais te changer les idées, tu voulais des vacances, ben t'y voilà. Non, je plaisante bien entendu. Voilà, donc rends-toi au plus vite au consulat français. Là-bas, on se chargera donc de te remettre un laissez-passer valable pour un aller simple en France ou un passeport d'urgence d'une validité d'1 an si tu dois te rendre dans un autre pays. Voilà. Heureusement, n'empêche que les administrations pensent à tout. Hein. Ouais. Respect, les amis. Donc, maintenant, on va aussi parler d'autres... Non, pardon. Pour toi, petit ou petite maniaco, j'allais oublier ça. Je sais que toi, tu penses avoir une solution pour ne pas avoir affaire à ce type de situation. Oui, ben, j'y viens. Donc, à titre préventif, les têtes en l'air et les drunks, comme on disait tout à l'heure, pensez donc à ne pas stocker tous vos justificatifs d'identité au même endroit. C'est valable pour les clés d'ailleurs. Donc, on garde bien ça en tête. Et petit plus, garde des photocopies, pourquoi pas, de tes titres d'identité, soit sur ta boîte mail ou autre, avec toi, pour, voilà, ça pourra toujours servir. Et ça, on sait très bien que ton téléphone, alias ton bigot, tu ne le perdras jamais parce que tu es un petit geek. Quoi, tu as aussi perdu ton téléphone? On te l'a volé? D'accord, ok. Bah là, après, si tu es trop tête en l'air, moi, je ne peux rien pour toi. Attention. Mais j'y viens quand même. Première démarche à faire si tu perds ton téléphone ou si on te le vole là aussi. Donc, pense à bloquer ta ligne en contactant ton opérateur téléphonique. S'il s'agit d'un vol, porte plainte, bien entendu, auprès d'un service de police toujours ou de gendarmerie le plus proche. S'il s'agit d'une perte dans le métro, bus, etc., pense à contacter la société en charge de ces transports en question. La plupart des mairies ou des services de transport possèdent un service objet trouvé, ce qui peut être utile si une personne est assez honnête pour te le ramener, bien sûr. Et comme je sais que les maniacos m'attendent encore au tournant, j'ai encore l'astuce prévention pour éviter d'en arriver là. Tu peux conserver le numéro IMEI de ton téléphone. C'est un numéro à 15 chiffres que tu peux obtenir en composant le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de ton mobile, avant de l'avoir perdu bien sûr, ou il est également inscrit sur l'étiquette de ta batterie ou l'emballage d'origine de ton téléphone. Donc voilà, donc ce numéro en plus peut être demandé lors du dépôt de plainte. Donc ça vaut le coup de garder l'emballage du téléphone. Voilà, mais bon, après, voilà, comme je disais, dans les délire, si tu perds ton chéquier, tes clés, ta tête, ben là, moi, je ne peux plus rien pour toi. Hein. Je pense que tu as réellement un souci de mémoire, donc c'est plus de mon ressort. Donc, big up, les amis. C'est tout pour moi. Merci, Leïla. De rien, avec plaisir. Tu vas retrouver ta carte. Non, mais c'est bon, du coup, c'est bon. En fait, la personne me l'a ramené.
Ah. Il y a eu un petit coup de bluff derrière, un petit coup de pression, donc on me l'a ramené. Mais du coup, j'avais fait opposition, comme je l'expliquais dans les démarches juste avant. Donc du coup, elle ne me sert plus à rien. Je suis dans l'attente de recevoir la nouvelle. Donc d'ailleurs, si vous avez affaire à ce type de situation, ben, sachez que voilà, vous allez devoir attendre normalement une petite semaine avant qu'on vous renvoie la carte. Donc en gros, ça va vous permettre de faire des économies. J'avoue que c'est le cas pour moi, mais ça me frustre un peu. Tant pis, pas de resto ce week-end. C'est ça. Il faut se faire inviter. Exactement. Super, et ben je vais vous proposer un petit jeu moi maintenant très très rapide. Et c'est les jeux surprises après le jingle. Et je sais très bien que depuis la semaine dernière, où j'ai demandé des volontaires, tout le monde se dit plus personne ne va vouloir être volontaire, puisque la semaine dernière, on a été obligé de faire la danse des canards. Donc, j'ai choisi cette semaine que vous participiez tous. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Vous allez pouvoir aussi, on va afficher le module de chat de Twitch, participer à mon jeu. Mon jeu, c'est des rébus en emoji avec des noms de jeux vidéo. Je vais vous présenter les rébus et il va falloir trouver de quel jeu vidéo il s'agit. Attention, vous pouvez ouvrir vos micros, hein, les chroniqueurs, pour répondre. Donc on peut jouer nous aussi. Bah oui, vous pouvez jouer, c'est parti. Mon premier rébut, le voici. C'est un jeu vidéo. Hein. Et même, on voit qu'on t'aide. Hein. Attention. Alors. Mario Kart. Oui, bien joué Laïla. 1 point. Non mais en vrai, j'ai même pas réussi à cause du rébut. C'est la voiture. C'est la voiture. C'est la voiture. C'est le seul jeu que tu connais. La voiture et la banane, c'est tout. Ah bah voilà, bah c'est normal. Attention, bon, je vais en faire un. Allez. Il y en a en hommage aux invités. Hein. Street Fighter. Bien joué, Jago. J'aurais été déçu que ça se passe pas comme ça. Attention, celui-là, c'est le niveau plus. Celui-là, il est en hommage à un de nos invités. Allez, oui, bien joué. Overwatch. Eh oui, Over et Watch, la montre. Overwatch. Ah ouais. Et le dernier, attention, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, celui-ci. Les Sims. Bien joué, Shan. C'était les Sims. En fait, c'est les illustrations, en fait. C'était ma petite pause récré. Oui, il y a des gens qui me disent trop facile sur Twitch. Bah, c'est pas si facile que ça. Bon, merci à vous. Et on va enchaîner avec Jago juste après. Jago la légende, j'ai envie de dire, d'après ce que je dis sur Twitch. Juste après notre petite jingle. Jago, légende de Street Fighter, légende du jeu vidéo, paraît-il. Alors moi, j'ai une question depuis tout à l'heure. Vas-y, dis-moi. Les lunettes. tu prenais... Ah non, pas les lunettes. Arrête. Ça m'a même pas... T'as envie de me demander. Même pas. Tu jouais avec qui à Street Fighter? Avec tout le monde. Ah, tu prenais n'importe qui. Mon perso. Mon perso. Alors, le plus... Enfin, celui que j'ai joué le plus, c'est Gaël. Et c'est vrai qu'à l'époque où je jouais Gaël, tu vois c'est lequel? Celui-là qui c'est le militaire, il envoyait des boules de feu, lui. À cette époque-là, quand je jouais Gaël, j'étais un très bon joueur. En France et peut-être même en Europe. Ouais. Et donc, tu vas nous parler de quoi, toi, Jago? Alors, moi, je vais vous parler geek, un peu de ce que je fais, de ma communauté et de ce que je fais tous les jours. J'interviens, en fait, je suis un gros passionné de jeux vidéo. De pop culture, cinéma, manga. On essaie un peu de faire tout ce qu'on aime, mais on n'a pas trop le temps. Et il m'arrive, je suis souvent sur Twitch, je stream, et j'organise des événements avec les jeunes du quartier. Donc, mine de rien, ils n'ont pas accès au monde de l'e-sport ou du jeu professionnel. Il s'avère que quand même, il y a des talents dans les quartiers. Et j'ai fait des ateliers jeux vidéo pour découvrir l'e-sport, découvrir la réalité virtuelle et tout ce qui a trait aux passions, enfin cinéma aussi. Donc, il y a plein de jeunes
qui sont intéressés par les jeux vidéo. Donc, je leur fais découvrir Street Fighter, les jeux de combat, etc. Et du cinéma aussi. Donc, ils réalisent des courts-métrages qu'ils diffusent sur YouTube, sur Twitch, etc. Il m'arrive même de diffuser sur Twitch, sur ma chaîne, parfois les courts-métrages qu'ils ont réalisés. Et mais en fait, je me suis rendu compte que la jeune génération, enfin les plus jeunes, ils se copient tous entre eux. Donc, il y a du Fortnite, il y a tous les jeux ils s'engrainent. Et en fait, ils passent à côté de vraiment de jeux parfois, tu vois, qui sont pas populaires. Enfin, ils sont populaires, mais pas comme Fortnite où en fait il y a tout un marketing. Ils font pas le buzz. Il y a tout un marketing qui bombarde à fond. Et j'organise des fois aussi, une fois par an, à Toulouse. Bon, moi, je suis originaire de Toulouse. Et j'organise en fait des touche pas à mon thug. Donc, ma communauté, c'est les thugs. et en fait, j'invite certains, les administrateurs de ma chaîne ou même les habitués. Je les invite à Toulouse et ils viennent. Et on organise des week-ends de 3 jours dans une maison, villa, avec piscine. L'ordre du jour, enfin, ce qu'on fait pendant tout le week-end, c'est piscine, viande, des barbecues. Et on passe tout le week-end à jouer à des jeux vidéo, des jeux de plateau, des jeux de société. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on suivait la cadence. Enfin, voilà, Fortnite, on va jouer à FIFA, mais on ne connaît pas les jeux de plateau, on ne connaît pas les jeux de société, alors qu'ils sont magnifiques. Et on découvre en fait les jeux, d'autres façons de jouer en fait. Par exemple, Zombicide, c'était le coup de cœur. Hein. On avait fait une partie où Risk, à l'époque, ce que je faisais, on a découvert des jeux de plateau c'est Risk, mais version japonaise féodale, de l'époque du Japon féodal et tout ça. Et on se régale comme ça à découvrir du contenu ou des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les quartiers. Voilà. Et voilà. Ça, c'est ma vie, mon œuvre. Donc ça, c'était la chronique du geek, mais alors qui joue traditionnellement aux jeux vidéo et qui vous dit prenez le temps de regarder un peu les jeux de plateau aussi. Ouais. Il y a du jeu vidéo dans les jeux de plateau. Un jeu de plateau avec la météo qui fait là, à l'ombre d'un arbre, avec un petit barbecue, bien. Enfin, faut être c'est vrai, avec cette chaleur, c'est mieux. Ah oui, j'oublie aussi, c'est que tout ce que je fais, et ça c'est un peu spécial, c'est que je fais tout en live stream. C'est-à-dire que tous les événements que j'organise, je les stream avec mon matériel. J'ai un matériel qui me permet de streamer IRL. Donc, je vais couvrir des événements e-sport, etc. Et quand on fait les jeux de plateau, quand on est dans des maisons et on joue aux jeux vidéo, eh bien, on est constamment filmé et on est diffusé sur ma chaîne. Donc, pour garder l'authenticité, en fait, la famille, etc. Voilà. Ah, du coup, au moment où vous mettez les côtelettes sur le barbecue, tout ça, on voit tout. Il y a tout. On voit tout. Dernièrement, on a fait des ramen halal parce que il y en a qui voulaient ils n'ont jamais goûté au ramen halal, enfin au ramen tout court, donc Naruto et compagnie. Donc, on a fait des ramen halal 100%. Et c'était magnifique parce que la plupart d'entre nous, enfin moi, oui, j'ai déjà voyagé au Japon. Je suis allé dans un restaurant au Japon où il y avait des ramen halal. Et j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. J'étais choqué. Et ça m'a fait plaisir de refaire ça. Ou le riz japonais bien cuisiné. Donc, merci à Jedaurus. Jedaurus, c'est une personne qui nous accueille chez lui et qui nous prépare ses recettes. Vu l'heure, tu vas nous donner faim. Ouais, vu l'heure, c'est ça. Hein, ça tombe bien. Ça terminé, on va avoir faim, tout ça. Bon. Alors, il y a des gens sur Twitch il y a Volcan TV qui nous dit Tabletop Simulator. Si on veut, c'est le meilleur truc pour jouer à des jeux de plateau avec des gens n'importe où, des fois où je serai tout seul. Extraordinaire. On a bien faim. Merci, Jago. En tout cas, on peut te retrouver sur ta chaîne Twitch. Oui. Jago le War, mais le mieux c'est de regarder comment ça s'écrit sur la. Jago le War. Voilà, c'est ça. Jago le War. Ce sera le plus simple. Et après le petit jingle, on va retrouver la chronique Q comme sexualité. Après le barbecue, c'est pas mal. Ah voilà la transition. Et c'est Rosen.
qui va parler de sa rubrique. Et il y a Woody qui est là depuis le début. Il est là. Et qui m'interpelle. On va bientôt savoir pourquoi Woody est là. Oui, ouais, et entre autres, oui, effectivement. Alors, du coup, moi, j'ai décidé ce soir de vous parler des textes de loi un petit peu farfelus qu'il existe dans le monde. Puisque le temps, moi, de mes animations, pour parler de sexualité, j'aime bien quelquefois croiser toutes les informations et du coup, ça peut donner ça. Donc là, on parle des textes de loi farfelus, mais ça peut être aussi des légendes urbaines, mais il y en a qui sont réelles dans le lot. Je vous invite d'ailleurs à aller farfouiller pour vous-même vous renseigner là-dessus. Alors, la première loi dans le Minnesota, Minnesota, pardon, oh là là, tout être humain a pour interdiction d'avoir des rapports sexuels avec un poisson mort. Mais en revanche, rien n'est précisé pour les poissons vivants. Donc, voilà, oui. Donc, alors, ça va être plusieurs petites lois dans ce style, parce que ça, c'est en fait, j'ai fait plusieurs recherches et du coup, c'est quand même assez curieux tout ce qui peut sortir. Donc, une autre, dans l'État du Maine, un chauffeur de taxi peut ne peut pas refuser un client qui veut payer sa course en nature, sauf s'il est sous l'emprise de l'alcool. Oui, là encore, quelque chose d'assez... Pourquoi tout bon chauffeur de taxi du Maine a des éthylotests en stock dans son véhicule? Oui, alors, tu as ça ou alors tu peux te demander effectivement si tu es chauffeur de taxi dans l'état du Maine, qu'effectivement tu as bien choisi pour certaines raisons d'être chauffeur. Ou alors tu offres avec la course un petit apéritif, comme ça tu es tranquille. Pas et bête. Du coup, c'est pas bête, pas payer qu'en cash. Mais carrément. Alors, on a encore, pendant ce temps-là, à Connorsville, dans l'État du Wisconsin, un homme ne peut pas tirer au pistolet pendant que sa femme a un orgasme. D'où Woody en décor. C'était pour ça. C'était le petit... le petit clin d'œil. Donc voilà, donc on ne peut pas tirer du pistingue pendant que sa femme a un orgasme, mais tout le reste du temps, il n'y a pas de souci visiblement. Sinon encore, nous pouvons trouver, alors en Pologne, il est interdit d'avoir des relations sexuelles plus de 2 fois avec des animaux. En effet, le faire 1 ou 2 fois reste encore toléré. Mais au-dessus, ça ne le fait pas. Sinon, nous avons également en Floride, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec un porc-épic. Donc, je pense que la situation s'est forcément posée à un moment donné et une loi a été obligée de paraître, donc avec un porc-épic. Sinon, la loi... Pour le reste, ça va. Écoute, c'est ce que je me suis posé comme question et j'ai pas trouvé une réponse. Mais je dois piquer quand même. C'est clair. Mais visiblement, tout est possible. Sinon, une loi stipule que les gynécologues masculins du Bahreïn, à chaque fois j'ai du mal, en Moyen-Orient, peuvent donc exercer mais ne peuvent pas observer directement le sexe de leurs patientes. Ils doivent donc passer par l'intermédiaire d'un miroir, ce qui est un petit peu plus compliqué. Donc, voilà en gros une petite dernière. Donc, j'ai du mal, d'habitude j'ai mes papiers, mais là, je passe en numérique et j'ai du mal. Alors, en Ouganda, en Afrique de l'Est, près du Kenya, il est interdit d'écouter de la musique à caractère érotique. Reste à déterminer la perversité des paroles, du rythme musical et des timbres de voix. Là encore, c'est vrai que voilà, ça dépend si les personnes aiment ou n'aiment pas. Alors,
c'est un petit peu, voilà, tout ce petit style de loi farfelue, de légendes urbaines. Il y a tout ça aussi dans le lot. Mais je vous invite à faire vos propres recherches parce que franchement, je suis tombée sur des listes entières et ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Ah oui, quand même. Alors moi, je Oui. me demande comment on applique. Comment Faut quand même prendre sur le vif Flagrant le délit. cow-boy qui tire au pistolet en simultané de l'orgasme de sa femme. Moi, la question, c'est sur l'application des textes de loi. Le porc-épic qui vient porter plainte, c'est quand même, voilà. Voilà. Bah, après, effectivement, plusieurs questions se posent. Ouais, là, bon, enfin, moi, j'ai rigolé en faisant la chronique, mais oui, toute question se pose à savoir comment ça peut arriver qu'on en arrive à là, ouais, effectivement, ouais. Mais il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Mais là, je n'ai point le temps. Donc, merci Rosen pour cette chronique. On attend l'arrivée de notre invité musical. On est toujours dans l'esprit du barbecue et il arrive pile au moment où on parle de lui. On va lancer le petit jingle, on va le présenter ensuite. Et donc, c'est Brocode qui va terminer ce Talkiji avec un peu d'électro. Alors, on a parlé de barbecue, on a parlé de beau temps, tout ça. Donc, pour les gens qui nous regardent, qui sont en terrasse, qui ont chaud, tu vas pouvoir faire un petit mix, mais juste te présenter peut-être. Brocode, Ouais. ça vient d'une série, si j'ai bien Ouais. compris. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, ça vient de la série How I Met Your Mother. Donc, où on a le personnage Barney Stinson qui utilise un livre Brocode, voilà, et qui est une sorte de livre de règles qu'il faut avoir entre amis, entre potes. Donc voilà. Et donc, toi, tu fais de l'électro depuis combien de temps? Comment tu qualifierais ta musique? Alors moi, je fais de l'électro depuis 5 ans, 6 ans même. Alors à la base, c'est venu en fait avec la composition. Donc la composition de musique électronique en tout genre. Voilà, moi mes aspirations, mais on le voit un peu derrière, c'est Daft Punk, Kungs, où on a plutôt le côté deep house, tranquille. Mais je peux faire aussi de la musique électronique assez énervée, on va dire. Donc, c'est venu d'abord par la composition, c'est d'ailleurs ce que je préfère. Et puis ensuite, grâce notamment à une petite association albigeoise qui s'appelle Complot sur le campus et qui organise un festival, voilà, je leur glisse un petit coucou. J'ai pu mixer plus régulièrement, m'entraîner et donc faire vraiment du live. Donc ça fait depuis 2 ans. Voilà. Super. Et cet été, tu as des dates? Ça se passe comment pour toi? On peut te retrouver? C'est vrai qu'en ce moment, le mixer de l'électro, Ouais. c'est un petit peu compliqué pour se produire. C'est très compliqué, notamment, moi je suis dans le sud-ouest, donc dans le sud-ouest on a beaucoup de fêtes de village et du coup j'avais quelques dates, mais malheureusement, coronavirus, donc tout a été annulé. C'est trop compliqué en fait d'organiser quelque chose, un événement avec du public. Ça serait possible, mais avec de l'alcool, avec beaucoup de monde, c'est impossible de tenir les distanciations en fait et les règles. Donc voilà, tout a été annulé malheureusement. Donc pour l'instant, rien du tout. Donc, si on veut t'écouter, ça va être en direct maintenant. Sinon, on te retrouve sur SoundCloud, on te retrouve sur les réseaux sociaux. C'est ça, ouais. Ouais, il suffit de taper Brocode sur SoundCloud, Instagram, YouTube aussi, Facebook, et tout est quanti. Et c'est à toi maintenant de mixer et de clôturer ce Talkiji. C'est ça. Hop. Vous m'entendez bien du coup?
a des sauts de son. Procode. Alors, on a des petits c'est sauts compliqué de là. son, me Ouais, dit-on c'est en compliqué. régie. On n'entend rien. On a des petits sauts de son. Alors, Procode, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, on a des petits sauts de son. Par moment, quand tu es dans les basses. C'est les joies du direct. Ouais, mais là, je sais pas. On avait. Pourtant, moi, ça coupe pas. Hein. Non, alors nous on a, mais on a l'impression que quand tu es dans les basses, notamment, ça on perd le son en fait. Bah, moi, je l'ai nickel pourtant. Si je. Comme ça, c'est bien. Là, on t'entend plus du tout. Est-ce que tu as switché comme on avait pu le faire pendant les tests ou pas? Non, non, non. Non? Non. Non, j'ai rien changé. Donc là, c'est mieux pour nous. On entend un peu le son là. D'accord. Comme ça, c'est bien? Là, c'est bien.
each other, put away our problems. But whatever it is, you just need to forget about everything. Just have a good time for a night. It's really Quelques notes de musique de Brocode qu'on va se quitter. On va couper tout gentiment. On va vous donner rendez-vous jeudi prochain pour le Talkiji numéro 10 en direct à 18h30. On a très certainement une très grosse surprise pour jeudi prochain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne Twitch. Il faudrait qu'on change un petit peu nos voix et qu'on ait plusieurs invités en un la semaine prochaine. On attend confirmation. Il est possible qu'on ait une centaine d'invités en un la semaine prochaine. Donc restez connectés sur les réseaux. On se donne rendez-vous autrement jeudi. On sera déjà au mois d'août. On sera le 6 août à 18h30 en direct sur Twitch et sur Facebook. Abonnez-vous si vous voulez être au courant de notre invité. On finit légèrement en musique. On vous dit bonne semaine, bonnes vacances à ceux qui s'en vont. Je pense à Rosen, à dans 3 semaines. Salut. Et puis aux autres à la semaine prochaine. Jago, merci. Brocode, merci à vous tous. Et on vous dit avec le son. À très vite. Thug Life, Thug Life. Salut.